une tasse bien remplie de café chaud, il pleut dehors, il y a de bons films au programme, il n'y a pas de doute, c'est bien l'automne. Et on se retrouve comme chaque mois sur cette chaîne YouTube pour parler de plein de films. Quels films? Les films que j'ai vus le mois dernier et qui pour vous va être peut-être des petites recommandations, des choses à voir éventuellement le soir quand vous n'avez pas d'idée. Au programme de cette vidéo, des films, des documentaires, des séries documentaires aussi. Plus que jamais, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne ici présente, à mettre un like et à faire pousser un peu la vidéo parce que le mois dernier, je sais pas si c'est parce que c'est le changement des règles de YouTube ou quoi, mais en tout cas, ma vidéo a pas eu autant de succès que d'habitude. Et quand je parle de succès, c'est à mon niveau, hein. Vraiment, c'est pas beaucoup, mais ça m'a un peu étonné la baisse de vues qu'il y a eu. Donc voilà, je sais pas si c'est encore ça le jeu sur cette plateforme, mais n'hésitez pas toujours à mettre les j'aime, à vous abonner, à en parler autour de vous, à partager, si bien évidemment mes analyses, mes recommandations vous plaisent. Mais sans tarder, passons au premier film. Et pour le premier film, je vais vous parler d'un film qui est sorti en salle, qui était plutôt attendu par une certaine critique, qui était présent à Cannes cette année, c'est Nouvelle Vague de Richard Linklater. Richard Linklater est un cinéaste dont j'ai déjà parlé ici à l'occasion de son précédent film, qui était un film beaucoup plus pour les studios, puisque c'est un réalisateur qui a une filmographie comme ça, c'est-à-dire un pour les studios, un pour lui, c'est-à-dire un truc mainstream, un truc indépendant. Et le Hitman, donc qui était son film précédent, était une comédie bien calibrée qui est sortie chez nous, je crois, sur MyCanal, en tout cas en VOD, pas dans les salles. Et donc il revient là avec un film un peu moins mainstream, un peu moins vendeur comme ça sur le papier, en tout cas pour le public américain, mais qui est totalement logique avec la filmographie du gars, puisque Nouvelle Vague, comme son nom l'indique, raconte cette période de l'histoire du cinéma français, de la France tout court, qui se déroule entre la fin des années 50 et la fin des années 60, et qui a vu apparaître une nouvelle forme de cinéma par le biais de critiques, qui sont les Truffaut, les Chabrol et les Godard, qui ont fait leur premier film contre totalement le système d'industrie française qu'il y avait à l'époque, en essayant de montrer les vraies choses de la vie en quelque sorte, et en formant leur langage au fur et à mesure. Un cinéma qui donc a beaucoup inspiré Richard Linklater, donc ce film est une sorte d'hommage, d'une certaine façon, à ses maîtres, et en tout cas à l'un en particulier qui est Jean-Luc Godard, qui est le personnage principal de ce film Nouvelle Vague, puisque on va suivre à l'intérieur le tournage de son premier film, porte-étendard à l'international de cette nouvelle forme de cinéma, qui est À bout de souffle. Donc vous imaginez bien qu'avec le sujet que ça aborde, il y a bon nombre de critiques en France qui ont appartenu à la même maison, ou qui appartiennent encore à la même maison, les Cahiers du cinéma, qui se prennent le chou un petit peu sur le film, sur ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Alors qu'en vérité, Richard Linklater fait comme à son habitude, il est dans une espèce de maîtrise totale aussi de son cinéma, et nous offre avec ce Nouvelle Vague, un feel-good movie comme il sait bien les faire. Un film de troupe, un film où la vie émerge au fur et à mesure des séquences, où très rapidement on comprend qu'en tant que spectateur on se retrouve avec un truc où on traîne en fait avec les personnages, beaucoup plus que dans un film dramatique qui aurait des rebondissements comme ça, toujours un peu tragiques et tout. Non, là on traîne avec une bande de gamins de 20 ans qui font leur premier film un peu de manière guérilla, sans véritable ligne d'horizon précise. Et c'est vrai que vu la stature qu'a pris par la suite ce mouvement, les acteurs de ce mouvement, je parle et de Belmondo, et de Godard, et de Raoul Coutard, etc., etc. Il est peut-être plus difficile pour nous d'avoir une sorte, je parle français, d'avoir une sorte de recul en se disant c'était une bande de gamins qui faisaient un truc, quoi. Et est-ce que c'était pas ça le plus important, de faire des trucs ensemble? Et d'ailleurs, avant de rentrer un peu plus précisément dans le projet de Linklater pour ce film, c'est le sentiment que j'ai eu à la fin, et qui est le sentiment qu'a apparemment souhaité Richard Linklater donner à son spectateur, c'est que ça donne envie de faire des films, ça donne envie de se mettre en bande, connaisseur ou pas, expert ou pas en la question, et de tourner des trucs. Ça m'a fait penser, pour ceux qui connaissent un petit peu, au même truc qu'avec les Commitments, qui est un film qui parlait donc de comment monter un groupe de soul dans un endroit où il n'y a pas de soul. Il y a ce même truc de... C'est pas le succès à la fin du truc qui est le plus important, mais l'aventure, l'aventure humaine, entre guillemets, et donc filmé de manière très simple et très efficace pour propager cette idée-là, entre guillemets. Mais voilà, il y a quand même, à l'intérieur de ce film, une équation
impossible. Comment montrer ce cinéaste très important pour le langage cinématographique au travail, comment le personnifier, comment expliquer le tournage de ce truc-là, de comment cette vague donc de gens, de jeunes gens qui font des films à une époque et tout. Et je trouve que voilà, encore une fois, Richard Linklater, il s'en sort parfaitement en nous délivrant un truc qui est donc bon enfant, où on passe un très bon moment à l'intérieur. Mais comme toujours chez ce cinéaste, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt, puisqu'il y a quand même un travail, j'ai trouvé dingue, dans le découpage et dans la mise en scène de Richard Linklater, dans la gestion du temps aussi. C'est assez étonnant comment il nous fait ressentir le rien dans ce film, comment il se passe rien, et en même temps c'est hyper galvanisant, c'est très bizarre. Et que ça accouche d'un film qui ma foi, est important aujourd'hui, qui est un peu imbitable, hein. Si vous revoyez à bout de souffle à l'heure actuelle sans le contexte, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais il arrive à retranscrire ce qui se passait à cette époque et quelle est cette rébellion lente. Parce que la chose qui est très drôle au fond dans le projet de ce film Nouvelle Vague, c'est de montrer que faire un geste révolutionnaire avec cette machine qu'est le cinéma, c'est accepter le temps long. C'est accepter que ton geste, il va pas être tonitruant, il va être étalé sur des jours et des semaines. Et rien de mieux qu'une tête de cochon comme Jean-Luc Godard pour tous les jours faire un peu le bougon dans son coin, apparaître d'un coup, disparaître, pour le faire, ce geste-là. Ce geste qui avait besoin, en fait, dans ce jeune art qui était le cinéma. Mais ce qui est le plus fort encore dans ce biopic, parce que voilà, c'est comme ça qu'il est présenté à la presse, c'est comme ça qu'il est vendu, c'est être, vous allez voir comment Godard est devenu une légende, comment tous ces gens-là sont devenus des légendes. Et ce qui est le plus fort, et qui est un truc, de toute façon, qui est habituel chez Linklater, c'est qu'il casse, toujours, avec bonhomie, avec vraiment une bonne vibe à l'intérieur, mais il casse complètement cette idée-là. Cette idée de l'homme auto-réalisant, celui qui va créer sa légende devant nos yeux, par force de ses convictions, par le destin qui lui était promis. Non, petit à petit, dans ce Nouvelle Vague, Linklater montre comment ça n'existe pas. Cela n'existe pas, c'est une invention faite au fur et à mesure des médias, de comment on se raconte les histoires, mais que ce qu'il reste au fond, c'est un collectif. Et rien que ça, j'ai trouvé que c'était un bon pied de nez exactement à toutes ces statues que l'on peut faire de ce cinéma, et du cinéma en général, et du rôle du réalisateur. Donc voilà, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas s'il restera mémorable, il faut encore un petit peu de temps pour voir s'il reste dans les esprits. En tout cas, c'est un film qui est resté en moi une bonne semaine, de par son énergie, et je trouve toujours bien en fait ce que fait Richard Linklater. J'ai oublié de mentionner, mais tous les acteurs aussi sont incroyable. Quel casting, ça fait plaisir aussi de voir un casting entièrement de têtes inconnues et qui font le job plus que parfait, avec des façons de jouer très différentes, plus ou moins théâtrales, mais qui, je trouve, est rafraîchissant. Et voilà, bon, je fais partie de ceux qui ont adoré ce film-là, Nouvelle Vague, et qui auraient mérité, je pense, un petit truc à Cannes, quand même, je trouve, mais bon. On est trop proche de nos idoles ici, du roman national, on veut pas le ternir, donc malgré tout, ce film est un peu rebelle de ce côté-là, quoi. Je marche dans la rue, ce type me filme avec une caméra dans un triporteur de la Poste, et je dis tout ce qui me passe par la tête parce que tous les dialogues seront doublés plus tard. Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il y ait des vacances durant ce mois-là? Mais en octobre, il y a eu pas mal de films d'animation qui sont sortis sur nos écrans, et au milieu de ces films d'animation qui étaient destinés justement pour le jeune public, il y a eu 2-3 trucs que j'attendais et qui sont super bien, dont ce premier dont je vais vous parler, qui est Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet. Sylvain Chomet, c'est le réalisateur des Triplettes de Belleville et aussi du film L'Illusionniste, qui était sur déjà Jacques Tati, donc déjà sur une figure du cinéma français reconnue à l'international et appartenant à une certaine époque, puisque Sylvain Chomet a ce style qui fait penser aux années 30, aux années 40, dans son dessin bien évidemment. Et comme son nom l'indique, donc c'est un film qui retrace la vie et l'œuvre de Marcel Pagnol, qui n'est pas juste que le gars qui a fait La gloire de mon père à l'écrit et Les châteaux de ma mère et tout ça, mais qui est aussi une personne très importante du théâtre et du cinéma. Ça, c'est quelque chose que parfois on oublie, c'est que Marcel Pagnol est en fait la personne qui a introduit le parlant au cinéma français. Si ce n'est introduit, en tout cas il l'a popularisé et il l'a rendu
intéressant, ce truc-là. Parce que c'était pas forcément induit comme ça à l'époque que le parlant allait être le truc hégémonique à présent, comme la couleur un peu plus tard. Et donc dans ce film d'animation qui est très court, qui dure 1h30, on passe toute la vie de cet homme, Marcel Pagnol, avec donc une efficacité et un travail sur le découpage démentiel. Moi je trouve ça incroyable, comment c'est fluide, comment ça va de soi en fait le film, avec une idée de récit à l'intérieur qui moi me touche et qui est souvent je trouve dans le cinéma français qui se veut fantastique sans l'être. C'est-à-dire qu'il y a des fantômes du passé, et la grande idée de ce Marcel et Monsieur Pagnol, c'est que c'est l'enfant qu'il était qui lui dicte ce que va être la gloire de mon père et compagnie. Un enfant qui donc sous forme un peu d'ectoplasme en quelque sorte. Le film en lui-même de Sylvain Chomet donc retrace tout le parcours de Marcel Pagnol et en fait constitue un petit peu un des rares films, si ce n'est un des seuls, qui montre le cinéma de cette époque en France. On voit que c'est très bien documenté, que malgré que ça soit un dessin animé, c'est quand même la chose peut-être la plus accurate par rapport au système de studio qu'il y avait à l'époque en France, la corrélation entre le théâtre, la fête foraine et le cinéma. Comment aussi Pagnol, ça, bon c'est pareil, c'est pas... Puisque le film veut être efficace, c'est passé un peu rapidement, mais il y aurait tout un film à faire sur les studios de Marcel Pagnol qu'il avait fait, qui était une vraie concurrence au système parisien, il faut le dire, hein. Il y avait beaucoup de films qui se tournaient à Marseille à l'époque, enfin aux alentours. Et donc voilà, moi qui a un peu du Pagnol dans le sang, qui a été éduqué à ça, je connaissais déjà un peu toutes les histoires et j'étais allé voir ce film-là un petit peu comme ça en me disant, bon ben, un récit de plus autour de cette figure-là. Eh bien en fait c'est beaucoup mieux que je ne le pensais, c'est vraiment un film à recommander et qui est très très intéressant sur tous les sujets que je vous ai dit. En termes d'animation aussi, c'était pas forcément totalement ma came, Sylvain Chomet. En fait ça marche très bien et il a une façon de faire les émotions, de montrer le body language en fait, de signifier ça dans son dessin qui marche mais à perfection, c'est magnifique. Il commande beaucoup de choses qui sont induites dans les actions et dans les dialogues de ce film-là, passent par le corps via le dessin. Moi, je trouve ça assez beau. D'ailleurs, il faut en parler, mention spéciale à tous les comédiens de doublage de ce film. Ils sont pas beaucoup, j'ai vu ça, et c'est parfait, c'est au top. Et je crois que c'est Laurent Lafitte qui fait la voix de Marcel Pagnol, on le reconnaît pas du tout. Et il le fait à perfection, lui qui n'est pas marseillais à la base. Et donc voilà, très beau film, très doux. C'est de l'histoire de France qui a tendance à être un peu oubliée, je trouve. L'importance de cet auteur, en tout cas sur la culture française, et qui a mis en avant d'autres cultures que celle parisienne. Et ça, c'est pas rien. Aujourd'hui, c'est rentré un peu dans le truc populaire, mais c'est pareil, on le voit dans le film que ça a coincé ce truc-là au départ. Et puis ça m'a donné juste une envie, c'est de revoir les films de Pagnol, qui sont vraiment des bijoux qui n'ont pas été volés, ceux-là, quoique. Excusez-moi, ça fait 2 heures que le train est bloqué à Lyon. Vous savez quand il repartira pour Paris? Vous êtes un comique, vous? C'est marqué quoi, là? Gare de Lyon. Et elle se trouve où, la gare de Lyon? La gare de Lyon, elle se trouve à Lyon. Eh bien non, monsieur. La gare de Lyon, elle se trouve à Paris. D'accord. Et autre film d'animation très intéressant qui est sorti durant le mois d'octobre, c'est Arco de Hugo Bienvenu. Film que j'attendais parce que je connaissais le travail d'Hugo Bienvenu avant ce film-là, qui est son premier film, et j'espère qu'il y en aura d'autres, puisqu'auparavant c'était un auteur de BD, entre guillemets, de romans graphiques, qui avait fait notamment Préférence Système, qui est la BD par laquelle je l'ai découvert. Et j'ai tout de suite été sensible en fait à son trait, à son imaginaire, à ses conceptions, ses caractères design, qui est vraiment son style à lui, c'est-à-dire un mélange de publicité, on va dire, américaine des années 50 avec une SF à la Moebius et un truc un peu japonisant. Et ce truc-là, japonisant, faute d'autres mots, hein, je suis désolé de dire ce truc-là, bah là, ça vraiment explose aux yeux de Arco, puisque la curiosité que j'avais en tant que lecteur de Hugo Bienvenu, c'est de savoir comment ça allait bouger, ces dessins-là. Et ça bouge comme un Miyazaki. Et là, révélation, en fait, c'est une des grosses références de Hugo Bienvenu, et il le fait plus que bien. Puisque Arco est une sorte de conte qui montre un futur désirable, en quelque sorte,
où on rencontre deux gamins, un qui s'est complètement paumé dans une dimension qui n'est pas la sienne. Je vous laisserai regarder le film ou la bande-annonce pour essayer de comprendre un peu mieux. Et au milieu de tout ça, donc une espèce de quête un peu poétique pour retourner chez soi. Un schéma qui est quand même un schéma très Pixar, très E.T. Il y a un côté E.T. dedans, et bravo à ce film-là d'arriver à faire un récit à la E.T. sans copier E.T. Bravo. Et donc, c'est un hommage un petit peu à plein de films, j'ai trouvé, de Miyazaki, mais pas de manière ostentatoire. C'est des petites touches à droite et à gauche. On a tout le travail avec le vent, qui est quand même une des choses très importantes dans l'œuvre de Miyazaki, mais aussi cette poésie douce, tendre, le côté qu'il n'y a pas de véritable méchant à l'intérieur. Il y a même une course-poursuite en bagnole vers la fin du film. Il y a tout plein d'éléments comme ça dans ce film qui montrent qu'il y a des gens qui commencent à naître à droite et à gauche, qui sont des suiveurs de Miyazaki, et qui, pour ce film-là, j'ai pas peur de le dire, après je connais pas tous les films d'animation de la Terre, mais j'ai trouvé à la fin de ce film que c'était vraiment le seul film post-Miyazaki qui peut se prétendre être une suite à cet art-là, à cette façon de faire des films d'animation. Parce que il y a un travail sur la couleur qui est incroyable et qui était déjà le cas dans son travail de BD, mais qui est magnifique dans ce film-là. Pour les visages aussi, c'est très spécifique à Hugo Bienvenu. Il y a un travail sur les yeux, sur les expressions faciales que je trouve, mais moi qui me... Voilà, donc je suis totalement sensible. Et donc tout cet imaginaire-là, poétique, qui ne demande pas à être expliqué, mais qui se ressent, qui est palpable, comme dans un Miyazaki, qui fait du bien à voir et à expérimenter, en tout cas en salle. Non, c'est vraiment un film d'une douceur extrême, qui est d'une poésie qui vous enveloppe comme ça dans les nuages, et qui fait quand même son lot d'émotions. Je pense qu'il est possible de bien chialer devant ce film-là, comme je vous ai dit, hein, c'est un truc à la E.T. Et donc voilà, belle surprise, un film magnifique techniquement, mais aussi très bien conçu dans son histoire. Bien qu'il y ait une histoire de voyage dans le temps là-dedans, et comme dans tous les films dans le voyage dans le temps, vraiment, il n'y a aucune exception, il y a des problèmes, il y a des paradoxes là-dedans, mais je m'en suis aperçu vers la fin du film, donc ça veut dire que c'est assez bien intégré dans le scénario pour que finalement on ne se pose pas vraiment la question tout le long qu'il y a un truc qui est pas logique là-dedans. Au contraire de Pagnol, en termes de comédien de doublage, c'est un peu inégal, et surtout par rapport à un truc qui arrive dès le début, c'est que le père de famille est joué par Oxmo Puccino. J'adore Oxmo Puccino. Franchement, c'était une bonne idée de se dire, ok, on va mettre comme voix de papa Oxmo, c'est normal, c'est quand même la voix de la sagesse, quoi, Oxmo Puccino. Mais le problème, c'est que si vous ne connaissez pas Oxmo Puccino, si vous étiez dans une cave durant toutes ces années-là, il a quand même une voix méga reconnaissable. Et donc, du coup, on fait ok. Et en plus, bon, moi j'ai trouvé qu'il jouait un peu mal, même pas bien, quoi. Et du coup, ça te casse un peu le truc. Bon, après, quand on connaît pas, ça peut peut-être passer, mais là, ouais, il y a un truc qui passe pas. Donc voilà, Arco, si vous l'avez raté, foncez voir ça, c'est quand même un petit bijou, un petit truc vraiment assez démentiel. Et maintenant, on va parler d'une série documentaire, une mini-série documentaire plutôt attendue et qui a fait un petit peu les titres, qui est sur Apple TV, mais bon, après c'est trouvable d'autres façons, vous savez très bien, qui est donc la série documentaire dédiée à Martin Scorsese, qui s'appelle simplement Mr. Scorsese, le titre un peu... Bon, voilà, qui, comme son nom l'indique, revient sur toute la carrière de ce réalisateur américain démentiel, incroyable, génie, et qui profite du fait qu'il est encore vivant pour l'interviewer, et aussi les gens de son entourage, et pas que les gens connus, aussi les gens de son entourage quand il était plus jeune, enfant, puisqu'on voit des gens qui faisaient partie de sa bande de copains quand il était plus jeune. Donc voilà une des choses très précieuses de cette série documentaire qui permet finalement aux gens qui ne connaissaient pas la vie de Scorsese et qui découvrent un peu sa filmographie en se disant oh, what the fuck, il y a un gars qui fait des films de dingue, permet de voir en fait toute sa vie que l'on connaît plus ou moins quand on s'intéresse au cinéma ou quand on suit sa carrière, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas non plus très caché. Il y a toujours eu
un truc bibliographique sur Scorsese, sa vie, d'où il vient. Il en parle régulièrement au travers de ses interviews et il y a déjà des bouquins, je pense notamment à un bouquin de Samuel Blumenfeld qui s'appelle Scorsese par Scorsese, qui était déjà une référence par rapport à ça, où il y avait déjà une interview de lui qui faisait la ligne de toute cette biographie. Donc, pour mon cas à moi, je me demandais bien ce que j'allais découvrir de plus, ou qu'est-ce que ça allait me donner de plus que ce que je connaissais déjà de ce bonhomme, quand même, qui est pas mal. Eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un bon angle qui a été pris, puisqu'il y a une lecture plus intime de sa filmographie qui est proposée dans cette série documentaire. On passe sur des anecdotes que je ne connaissais pas pour ma part, et dit par quelqu'un qui approche de la fin, et donc du coup avec une certaine tendresse et émotion dans le regard et dans les mots qui sont choisis, beaucoup moins slogan et rapide comme ça pouvait l'être auparavant, mais aussi chez les intervenants extérieurs. Je souligne notamment De Niro qui est à l'intérieur d'une pudeur et d'une émotion assez désarmante. Il est fort quand même. Il devrait être acteur, ce gars-là, je pense. Ça serait cool. Mais voilà, ça fait l'impasse un peu sur des petites choses qui, moi, m'auraient intéressé et qui me manquent un petit peu dans le récit autobiographique de Scorsese. C'est par exemple, il n'est pas mentionné Hugo Cabret à l'intérieur. Le Film Foundation est un peu expliqué à l'intérieur, mais je pense que c'est un peu plus complexe que ce que c'est rapidement dit. Film Foundation, c'est cette organisation que Scorsese a aidé à faire naître, qui permet la restauration des films du monde entier et qui permet de préserver tout un pan de cinéma qui commençait à disparaître et qui est aujourd'hui très important, et que vous vous rendez même pas compte à quel point on a accès à ces films du passé grâce à Scorsese. Donc un truc de plus incroyable qu'a fait ce gars dans sa vie, mais aussi son rapport à la pub et aux clips vidéo. J'ai été étonné de ne voir rien par rapport à ça. Il a quand même fait un clip avec Michael Jackson, il a fait beaucoup de publicité. Quel est son rapport aux images publicitaires finalement, parce que c'est quand même quelque chose qui nourrit son cinéma depuis Les Affranchis, et qui mériterait peut-être une analyse. Ça y est pas à l'intérieur, on reste un petit peu sur les trucs habituels, bien qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes sur des films précis, sur Taxi Driver, sur Raging Bull, avec un recul quand même assez intéressant. Recul que donc n'avait pas la réalisatrice sur les derniers films, et qui du coup sont passés un peu comme ça, alors que moi, c'est vraiment le truc qui m'intéresserait énormément, c'est de savoir comment il construit ses films plus récents, et on le voit en fait au travail sur Killers of the Flower Moon, l'occasion de quelques plans à la fin de cette série documentaire. Mais ça manque un peu, ça manque vraiment. Je rêve juste d'un long documentaire sur la création de Killers of the Flower Moon, sur une édition physique qui n'existera jamais en France visiblement, puisqu'il est sorti en France au cinéma, on a eu de la chance. Mais aujourd'hui, il n'est disponible nulle part en physique. Il est disponible dans d'autres pays, mais pas en France, quoi. Bref, parenthèse fermée. Pour conclure, pour les archi-fans de Scorsese et qui connaissent sa filmographie, qui connaissent sa vie, c'est malgré tout assez fascinant à regarder. Il n'y a pas de temps mort. On repère les petits trous, on va dire, qui ne sont pas racontés, mais ils font pas l'affront de passer à côté des moments les plus sombres et de la personnalité de Scorsese et de sa carrière, avec quand même des interviews très intéressantes de ses enfants, qui permet d'avoir un autre versant quand même de la personne. Et puis pour les jeunes cinéphiles, les newbies dans la filmographie de Scorsese, autant vous dire que c'est indispensable. Là, on a vraiment un rapport cinéphile à tout ça. Il y a les films qui a inspiré aussi Scorsese. Bref, très bon boulot. Je ne sais pas si ça restera, mais c'est quand même un document intéressant, très intéressant. These images move. This is a boom tracking shot. Here's the wall of Rome, and here are the trees here, and the camera's on a crane, and the camera comes all the way down over the backs of the first group of men, and the doors open. But it's a big crane shot. As you go from here, and then it goes behind, and you go down. I'm still doing this shot. It doesn't quite work all the time. Bon, apparemment, c'était le mois qui était comme ça, mais je faisais tout en double. Après avoir vu une série de documentaires sur un réalisateur émérite, j'ai regardé un autre documentaire sur un réalisateur un peu moins connu, le documentaire, le réalisateur aussi, puisque c'est James Gray,
l'Odyssée de l'intime, donc documentaire qui est sorti je crois pour la télé, mais qui doit être trouvable en fait à droite et à gauche, qui revient donc sur la carrière de James Gray, le réalisateur de La Nuit nous appartient, de Little Odessa, de récemment Armageddon Time, super film. Regardez Armageddon Time, c'est dingo. Et qui donc est un documentaire qui se structure autour d'un long entretien du cinéaste, un long entretien très récent, parce que je crois que ça date d'il y a quelques mois, et qui est, un gars toujours très cool à écouter, quelqu'un qui est un peu une sorte de rebelle désenchanté dans ses propos, qui a toujours un peu la punchline pour expliquer comment le système hollywoodien est une saloperie. Donc voilà, rien de bien révolutionnaire dans ce documentaire. Si vous aimez le cinéma de James Gray, c'est indispensable, c'est quelque chose qui est toujours très intéressant. Je dis toujours parce que, à la manière de Scorsese, je crois que c'est depuis son premier film que de toute façon James Gray raconte sa vie au travers des interviews et son travail et comment il fonctionne. Donc il y a des choses qui sont pas très nouvelles dans ce qui est raconté dans ce film-là, mais malgré tout, c'est une mise à jour à l'heure actuelle de d'où il en est dans son cinéma. Et notamment, il y a ce passage sur Ad Astra, parce que oui, il passe en revue même les choses qu'il a soi-disant ratées. Moi j'ai un petit, quand même, j'aime bien Ad Astra, il est difficilement aimable, mais au fur et à mesure quand même il y a des choses qui me restent de ce film-là. Par contre pour James Gray, il le raconte dedans, c'est encore une plaie ouverte à l'heure actuelle. C'est un truc qui a failli lui faire renoncer complètement au cinéma, l'expérience de ce film-là. Donc voilà, si vous aimez James Gray, il faut le voir absolument, essayez de vous le procurer, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, très intéressant, même quand on n'a pas tout vu du cinéma de James Gray, ça peut donner envie de regarder certains films qu'on aurait fait l'impasse dans sa carrière. Une série documentaire beaucoup plus hybride est sortie au mois d'octobre sur la chaîne d'Arte et sur la chaîne d'Arte sur YouTube, donc tout de suite après cette vidéo vous pourrez aller regarder ça assez facilement, et que j'ai beaucoup apprécié et qui s'appelle The Real Life, je crois que c'est ça, In Real Life exactement. Série documentaire un peu hybride, un peu particulière, puisqu'on y suit une sorte d'expérience mise en place par ses réalisateurs et son comédien, celle de rentrer dans un jeu vidéo qui fait du RP, qui fait du role-playing, c'est-à-dire en gros dans le moteur du jeu Arma 3, qui est un jeu de militaire, en fait, de guerre, qui date maintenant un petit peu, s'est construit une communauté de gens qui ont un peu trifouillé, là je parle vraiment à ceux qui ne connaissent rien à tout ce jargon-là, ont un peu trifouillé en fait les codes du jeu pour en faire en fait une plateforme où on peut y aller de manière libre, comme une espèce de seconde vie. Et donc le documentaire, la série documentaire prend ce truc-là, du fait qu'il y a toute une communauté qui font donc un roleplay en ayant modé le jeu, pour y intégrer donc leur comédien qui va découvrir ce monde-là, alors que c'est dans la vraie vie quelqu'un qui n'y connaît rien à tout cet univers du roleplay et des modes. Et donc il est très drôle de voir ce gars qui n'y connaît rien essayer de s'intégrer dans cette communauté de gens qui en fait vont dans le jeu vidéo pour, par exemple, passer la journée à passer un permis de conduire. Parce que oui, la simulation qu'il y a dans Arma 3 de Second Life, c'est un truc très poussé, très dans, en fait, la simulation pure et dure, quoi. Donc on se retrouve dans un truc qui était comme dans Grand Theft Hamlet, que je vous avais parlé, je sais plus quand, dans une autre vidéo, mais en beaucoup plus poussé. Moi j'ai trouvé ça même plus réussi encore que Grand Theft Hamlet, qui eux, donc de monter cette pièce de Shakespeare à l'intérieur de GTA V RP, là, il y a vraiment un suivi, quelqu'un qui essaye de se lier avec d'autres gens, et ça marche, et il y a autant de choses très très drôles dans cette série qui se passe, autant qu'il y a, je trouve, un message plutôt sain, in fine, ce qui n'était pas forcément gagné au départ, puisqu'on sent qu'il y a un petit peu des a priori sur cette communauté au départ, qu'ils essayent en fait de chercher un peu les déviances qu'il y a au milieu de cette communauté-là, et au final, tu te rends compte qu'il y a un vrai rôle social de la simulation du mode du RP qui serait important de sortir de l'ombre un petit peu. Un vrai rôle social dans la vraie vie. Donc voilà. Série très agréable à suivre avec des rebondissements toujours très marrants, qu'on s'y attend pas et compagnie. Et chapeau à tout le monde d'avoir fait ça, parce que je sais que ça a été très long à faire. Et voilà, foncez aller voir ça, c'est très très intéressant, c'est très cool, c'est très drôle aussi. Et là, vous faites quoi exactement? À notre travail.
peux essayer votre moto? Non. Messieurs, je vous laisse circuler s'il vous plaît, c'est pas une scène de cinéma. Allez, s'il vous plaît, messieurs, je vous laisse circuler. Bon bah peut-être vous viendrez me voir? Il est le réalisateur d'un de mes films favoris de l'année dernière et favori de beaucoup de gens pour ceux qui l'ont vu, qui est Les graines du figuier sauvage. C'est Mohamed Rassoulov, dont j'ai vu son film précédent qui avait eu le Lion d'Or, lui, qui s'appelle Le diable n'existe pas. Et autant vous dire que c'est un énorme coup de cœur, un film que je recommande énormément, pour peu que vous êtes déjà un peu familier du cinéma iranien en quelque sorte, en tout cas de ce qui se passe dans ce pays et qui essayent d'être racontés au travers de ces films que l'on reçoit nous en Occident, puisque autrement que ce qu'on pourrait penser d'une espèce de cartographie, de radiographie de l'Iran d'aujourd'hui un peu terne, un peu austère, ce film, Le diable n'existe pas, est en fait un film à sketch, un film à plusieurs histoires, je crois qu'il y en a 4 au total, 4 ou 5, et qui font des petites histoires un peu sous le mode de la fable, parfois, pour raconter un truc très profond qui anime ce pays, mais pas que. Il y a un truc assez universel là-dedans. Ce qui est assez génial, en fait, c'est que chaque petit court-métrage, en fait, qui est à l'intérieur, chaque histoire, qui n'ont aucun rapport entre eux, en termes de lieux ou de personnages, ont thématiquement un truc qui se suit. Et ça, c'est assez prodigieux dans ce film, c'est très très intelligent, c'est-à-dire que le suspense de la deuxième histoire va être complètement corrélé à la première histoire. C'est-à-dire que le dénouement de la toute première histoire, tu sais que c'est possible dans la deuxième histoire. Je sais pas si c'est... J'ai envie de vous laisser la surprise en tout cas. Et ça, c'est méga bien vu, c'est méga intelligent, puisque finalement, au fond de ce film-là, ça te raconte comment plus tu sais, plus tu connais l'aspect sombre du monde actuel, mais aussi, et c'est ça qui est beau, plus tu peux avoir un véritable espoir pour la suite. Il démontre donc dans ce film-là les qualités de conteur qu'il peut avoir et qui étaient déjà visibles dans Les graines du figuier sauvage, mais aussi une mise en scène exceptionnelle aussi, avec les compositions de plans totalement iconographiques, la puissance évocatrice de certaines compositions est à tomber, tu te prends ça dans la tronche en fait, qui m'a fait beaucoup penser finalement aux frères Cohen sur certains aspects, c'est assez étonnant, mais pour moi c'est criant, il y a une apparenté entre ces cinéastes-là, aussi bizarre que ça puisse paraître comme ça sur le papier. Et donc dans la manière dont il raconte ses récits, un rapport un peu à Shakespeare en fait, il y a une espèce de tragédie, d'ironie du sort qui est constamment un petit peu dans les histoires qu'il raconte au travers des 5 sketchs qu'il y a, 4-5 sketchs qu'il y a. Et voilà, ça a été vraiment un gros coup de cœur, regardez ça, essayez de vous le procurer. Ce qui est bien, c'est que du coup c'est plusieurs sketchs, donc ça peut être vu en plusieurs fois. Et voilà, c'est une vraie leçon de mise en scène et d'écriture de scénario en fait, ce film-là. Et je comprends un peu mieux du coup Les graines du figuier sauvage, qui était quand même un peu particulier dans sa construction, puisqu'il était séparé un peu en 3 parties. Tu sens qu'il était encore influencé par son travail qu'il avait fait pour ce film-là, Le diable n'existe pas, qui est peut-être à ce jour son plus réussi en fait, je trouve. Vraiment, il y a un truc qui se tient de fou. Et pour finir, on vous demandait bien qu'est-ce qu'on a pu regarder pour Halloween par ici. Et bien on a regardé un truc qu'on avait déjà vu plusieurs fois, c'est Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, le premier Freddy. Chef-d'œuvre indispensable du cinéma d'horreur des années 80, mais pas que du cinéma d'horreur en général, parce qu'en le revoyant, c'était se reprendre encore une fois une claque démentielle de maîtrise de l'image horrifique, de maîtrise de la force évocatrice du cinéma d'horreur, des plans qui claquent. Et ça, c'est dû à Wes Craven, mais aussi aux gens qui ont fait les effets spéciaux. Parce que aujourd'hui, si un film comme ça sortirait, on aurait des tonnes de dialogues ou de séquences qui surexpliqueraient le thème sous-jacent, la métaphore et tout. Là, c'est franco dans le film. On parle de religion, de sexe, de maltraitance sur les enfants. Tout ça est dit texto, donc du coup en avance sur le film, mais prend une mesure exceptionnelle dans les idées
tout simplement horrifiques, fantastiques, qui sont mis en œuvre dans ce film. Et donc de le revoir encore là, c'est voir que en fait ça ne vieillit pas, que ça reste pour l'éternité, ces images-là, bien qu'on puisse faire des remakes ou qu'on puisse essayer de refaire un truc équivalent. Les Griffes de la Nuit, c'est indépassable, il y a ce côté suranné au milieu, mais qui fonctionne parce que on est entre rêve et réalité. Si vous connaissez pas Les Griffes de la Nuit, c'est l'histoire d'un tueur qui tue dans les rêves, enfin en tout cas dans les cauchemars, et donc c'est ça qui permet aussi d'avoir quelque chose de parfois un peu ringard dans l'interaction de ces jeunes gens dans les années 80, mais qui est, il faut se l'avouer, c'est un des plus grands concepts, en tout cas d'histoire, qu'il y a pu avoir au cinéma, mais pas que, et qui a permis une pléthore aussi de suites et une série aussi télé, qui sont plus ou moins inégales, mais qui en tout cas ne peuvent pas dépasser ce grand film qui est donc Les Griffes de la Nuit. Voilà, que dire de plus, il y a 3 tonnes de choses qui ont été dites sur ce film-là, il y a même un long making-of assez intéressant qui est trouvable sur YouTube, je crois. Si vous n'avez jamais vu Les Griffes de la Nuit, foncez, c'est indispensable. Et c'est beaucoup de fun en fait aussi. Et en fait ça fait peur aussi. Enfin moi je le connaissais, mais c'est un film qui peut vous hanter en fait aussi, par ces images justement. Please God. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes petites analyses, mes petits avis concernant des films qui sont sortis en salle, mais pas que, vous ont intéressé. Il y a le chien qui grogne à côté, et je crois qu'il en a marre que je parle devant une caméra tout seul. Je vous le répète, c'est très important que vous vous engagiez, entre guillemets, autour de cette vidéo, que vous fassiez des j'aime, que vous vous abonniez et compagnie, parce que je sais pas trop ce qui se passe sur YouTube en ce moment, mais en tout cas ça m'impacte, les petits comme moi, comme les gros apparemment. Donc voilà, vous savez quoi faire. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes déjà un peu engagé dans le travail que je peux vous fournir. Et sur ce, on se retrouve bien sûr le mois prochain pour la même chose, et je vous dis ciao Internet. C'est vrai, j'ai tout fait là, j'ai fait tous les films. Attends, je regarde quand même. Ouais, j'aurais pu faire Citizen Kane, voilà. On parlera de Citizen Kane le mois prochain. Je sais pas si vous connaissez, petit film.